Je vais dans cette séquence faire une synthèse de tout ce qu'on peut observer avec une loupe. Alors une loupe, a priori, c'est un dispositif très simple, j'en ai une ici en poche. C'est une simple lentille convergente qu'on peut utiliser pour agrandir des objets, pour pouvoir mieux les observer. C'est ce qui est illustré ici, c'est une application extrêmement banale. Pour lire un journal dont les lettres sont trop petites, certaines personnes n'arrivent pas à voir de près, donc elles sont obligées de grossir ces lettres à l'aide d'une loupe. C'est bien sûr ce qu'on voit ici. Alors les choses ont l'air très simples, mais tu verras dans cet exposé que une simple lentille convergente, une simple loupe peut être sujet à certains phénomènes, à certaines observations qui peuvent paraître bizarres. C'est ce que je vais donc tenter de t'expliquer ici. Alors je vais d'abord ranger ma loupe. Donc pour aborder la loupe, il est important, puisqu'il s'agit d'un dispositif d'aide à la vision, il est important de se rappeler comment on fait pour voir. Alors c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans une séquence, la séquence consacrée à la vision, donc je vais ici aller très vite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour voir? D'abord il faut un objet à voir, un objet à regarder, et pour ça il te faut un œil bien sûr, représenté extrêmement schématiquement ici, et bien sûr il te faut de la lumière représentée ici par le soleil. La lumière du soleil éclaire cet objet. L'objet diffuse la lumière, voilà le pétale jaune ici de la fleur qui diffuse la lumière du soleil. Un des rayons diffusés est sélectionné par la pupille de l'œil et ce rayon forme une petite tache ici au fond de l'œil qui est la rétine représentée en rouge ici qui est faite de petites cellules photosensibles qui vont donner donc un signal au cerveau. Alors bien sûr c'est vrai de tous les points ici de l'objet, la pointe de la feuille ici par exemple diffuse également la lumière, un des rayons diffusés ici passe par la pupille et est donc sélectionné par la pupille en quelque sorte pour former une tache ici à un autre endroit bien sûr que l'image ici du pétale et la pointe de la feuille va donc être distinguée du pétale et on va donc voir apparaître ici une fleur, la pointe de la feuille effectivement et le pétale jaune et de même pour tous les points de la fleur bien sûr. On va voir donc ici l'image de la fleur s'imprimer sur la rétine. Et comme tu vois, puisque les distances des objets observés sont en général plus grandes que le diamètre de l'œil qu'on voit ici, l'image formée sur la rétine est toute petite. Ça veut dire que le nombre de cellules photosensibles ici utilisées pour former l'image de la fleur au niveau du cerveau, ce nombre de cellules photosensibles est assez limité. Et donc, on ne pourra pas voir l'image avec une bonne résolution. Si on veut voir des petits détails dans l'image, il faudra se rapprocher. C'est ce que je vais représenter maintenant. L'œil doit se rapprocher pour voir l'objet plus grand. Comment ça se passe? Tout simplement, maintenant, le pétale ici qui diffuse la lumière va laisser passer un rayon au travers de la pupille ici, mais sous un plus grand angle. Si j'étais plus loin tout à l'heure, tu voyais que l'angle ici était plus petit. Le fait d'avoir un plus grand angle maintenant va faire que le pétale sera formé ici plus loin de la pointe de la feuille qui, elle, vient d'un rayon plus ou moins horizontal, le voilà. Et donc on aura bien sûr une image qui sera plus grande. Et donc voilà, pour mieux voir, en principe, il faut se rapprocher. Alors, bien sûr, les choses ne sont pas aussi simples, pour la simple et bonne raison que la pupille ici n'est pas infiniment petite, elle a une certaine taille. Il faut accepter une certaine quantité de lumière pour voir quelque chose, et donc on a un certain diamètre ici qui fait que ce n'est pas un seul rayon, bien sûr, qui est sélectionné par la pupille, mais bien sûr un ensemble de rayons. Et cet ensemble de rayons va provoquer ici non pas un point, la pointe de la feuille ne sera pas représentée par un point ici, mais par une tache. Et donc, on verra bien sûr la fleur tout à fait floue. Alors c'est pourquoi l'œil est plus compliqué que ce qui est représenté sur ce schéma. La surface extérieure de l'œil, qui est la cornée, présente une courbure accentuée ici au niveau de la pupille, de manière à avoir un effet de lentille convergente qui va faire ici se converger ces rayons pour tenter d'obtenir un point ici. Pour qu'un point ici, la pointe de la feuille, corresponde à un point ici pour retrouver la netteté de l'image. Alors, pour des objets proches comme c'est suggéré ici sur ce schéma, il faut en plus utiliser le cristallin.
le cristallin qui va se contracter pour avoir une meilleure convergence. La convergence due à la cornée seule ne suffit pas. Voilà, donc il faudra contracter le cristallin comme c'est maintenant pour tenter donc de faire se converger ici les rayons. Alors, voilà, en général quand les distances sont aussi courtes, de quelques centimètres, ça ne va pas suffire, on n'arrivera pas à la netteté, les rayons ici ne vont pas se regrouper en un point. Il faut bien comprendre que le cristallin, au repos, pour un œil idéal, il provoque la convergence sur la rétine de rayons qui sont initialement parallèles et qui sont parallèles donc à l'entrée de la pupille, à l'entrée de l'œil, sur la surface de la cornée. Alors des rayons parallèles comme ça, il faut bien comprendre comment on peut les obtenir. On peut bien les obtenir à partir d'un point, à condition que ce point soit très loin. C'est ce que je mets ici. Le point ici doit tendre vers l'infini, idéalement. Il doit être à l'infini pour obtenir ici des rayons parallèles. Tu peux bien imaginer que quand le point ici s'éloigne, eh bien l'angle qu'il y a entre les rayons ici, effectivement, diminue. Il va tendre vers 0 quand le point va tendre vers l'infini. C'est bien cette situation-là qui est ici. Donc je vais bien représenter ça clairement avec ce schéma ici, où j'ai mis un point, c'est la pointe de la feuille, ici par exemple, qui est représentée ici, qui diffuse la lumière. Et maintenant, les rayons qui sont sélectionnés par la pupille, puisque la pupille est tout de même petite par rapport à la distance d'observation, eh bien ces rayons sont quasiment parallèles. Si tu regardes ces rayons juste entre mes deux mains ici, effectivement, on les voit quasiment parallèles. C'est bien ça l'idée ici. Et donc, tout ça pour dire que le cristallin est fait pour qu'au repos, un point soit formé sur la rétine pour un objet très très éloigné. Idéalement, l'objet devrait être à l'infini, ce qui est impossible bien sûr. L'infini ici, pris de manière très relative, c'est simplement une distance très très grande par rapport à la taille de l'œil. Donc voilà, et en général, donc la contraction du cristallin ne suffit pas. Le cristallin n'est pas suffisamment contractile pour avoir une convergence des rayons ici quand l'objet est très proche. Les rayons divergent trop pour permettre au cristallin de faire ce travail. Et donc l'image reste floue. Et qu'est-ce qu'on fait pour voir l'image nette ? On n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix que de diminuer ici l'angle entre les rayons qui sont sélectionnés par la pupille. Et pour ça, il faut éloigner l'objet. J'éloigne l'objet et maintenant la pupille va sélectionner des rayons qui sont séparés d'un plus petit angle. Les voilà, ces rayons, ils passent au travers de la pupille et maintenant, puisqu'ils sont séparés par un angle plus petit, eh bien, le cristallin contracté permet d'obtenir ici une convergence bien meilleure. Pour obtenir une image nette, ce sera vrai de la part de tous les points de l'objet observé, et donc on va voir ici la fleur nette cette fois-ci. Alors on la voit nette, mais tu vois aussi qu'elle est plus petite. Puisqu'on a dû éloigner l'objet, eh bien, les rayons sont ici à petit angle. Et les différences d'inclinaison des rayons de la pointe de la feuille et du pétale jaune eh bien, sont plus petits. C'est un angle qui est plus petit que l'angle qu'on avait ici. L'angle du rayon jaune ici, puisque la fleur est plus proche, eh bien, avait un angle plus important par rapport au rayon vert qu'on voit ici. Et donc voilà, le prix à payer, c'est que la fleur est plus petite. Et si la fleur est plus petite, on la verra avec une moins bonne résolution, puisque le nombre de petites cellules photosensibles qu'on a ici est plus petit qu'avant. Et donc finalement, on se demande si on a gagné quelque chose. Et c'est là, bien sûr, que va intervenir la loupe. Alors, pourquoi une loupe ? On va préciser les choses par la suite. C'est parce qu'il existe donc une distance qu'on va appeler P. Pourquoi est-ce que je l'appelle P, cette distance ? C'est la distance à partir de laquelle on obtient cette netteté ici. Donc ici, je suis une distance trop petite, je n'ai pas netteté, je n'ai pas une image nette ici, donc j'ai dû m'éloigner, j'ai dû éloigner l'objet. Et le point à partir duquel j'ai un point qui se forme ici, donc un point, la pointe de la feuille par exemple, ici va correspondre à un point, ceci n'aura lieu qu'à partir d'une certaine distance que j'appelle P. P pourquoi ? Parce que ce point s'appelle le punctum proximum. C'est un drôle de nom, ça vient du latin. Le point proche, on entend là-dedans l'idée que c'est le point le plus proche qu'on peut voir net avec le cristallin contracté. Voilà, donc on est limité
hein, le punctum proximum, pour un homme d'âge mûr comme moi, il est de l'ordre de 25-30 cm, hein, des fois plus, 40-50 cm. Voilà, donc c'est une distance qui fait que l'image va toujours garder une certaine taille et la résolution avec laquelle l'image sera observée sera toujours limitée. Donc pour les personnes âgées, ce punctum proximum, le point de netteté qu'on peut obtenir ici, le point le plus proche de netteté, punctum proximum, point proche, voilà, sera d'autant plus grand. Quand il dépasse la longueur des bras, en général, c'est très difficile de continuer à observer des choses sans porter de lunettes. Lire un livre sans lunettes devient impossible. Donc voilà, c'est à cause de cette notion de punctum proximum. Et les personnes âgées donc, voient l'image encore plus petite, bien sûr. Si je compare à une personne jeune ici, pour laquelle le punctum proximum est à une distance P relativement petite, à une dizaine de centimètres, pour une personne âgée, l'image sera bien sûr plus petite. Ici, j'ai encore une certaine taille, mais bien sûr, plus je suis loin, plus l'angle entre les rayons jaunes et verts ici est petit et l'image est petite. Voilà, ça c'était l'introduction. Maintenant, on va voir comment on fait pour profiter d'une loupe. Alors, je vais prendre l'objet observé, je vais prendre la loupe avec son axe optique. Je vais représenter la distance focale de cette lentille. Je te rappelle qu'une loupe, c'est une lentille convergente. Elle a donc une distance focale que je peux représenter avant et après la lentille, ici. Inutile de dire que cette séquence, si tu n'es pas habitué aux lentilles, exige la connaissance des lentilles. Si tu ne connais pas encore bien les lentilles, je t'invite à aller voir la séquence consacrée à l'introduction aux lentilles, où j'explique tout ça. Alors voilà, cet objet va diffuser la lumière du jour, voilà qui est fait. Je vais prendre maintenant le cœur ici de la fleur au milieu des pétales. Voilà, donc un des rayons est un rayon qui est parallèle à l'axe de la lentille. On sait qu'il va croiser ici l'axe optique au niveau du plan focal. C'est ce qu'on appelle le foyer ici de la lentille. Je vais prendre le rayon ici diffusé qui passe par le centre optique de la lentille. Celui-là n'est pas dévié, rappelle-toi. C'est très simple, et je vais encore prendre un autre rayon ici. Alors ce rayon-là, pour le trouver, qu'est-ce qui devient ici après la lentille ? Je vais tout simplement me baser sur les lois des lentilles convergentes, et pour ça, je vais construire ici un rayon parallèle à ce premier, c'est le rayon de construction ici, représenté en pointillé, et je l'ai représenté ici comme passant par le centre de la lentille. Alors pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que je sais qu'un rayon qui passe par le centre de la lentille n'est pas dévié, et en plus je sais que deux rayons qui sont parallèles avant la lentille, se croisent après la lentille dans le plan focal, et donc je sais que le rayon ici va arriver à ce point-ci. Voilà qui est fait. J'ai donc maintenant les trois rayons, c'est ce que les rayons qui sont diffusés ici par la fleur deviennent après la lentille. Alors, ce qui est remarquable avec les lentilles convergentes, si on a ici des surfaces sphériques pour la lentille, qui est représentée symboliquement par cette double flèche, on peut montrer mathématiquement et géométriquement que ces rayons se croisent tous en un point. Donc je vais prolonger ici les droites. Voilà qui est fait. Les droites ici sont prolongées. Et on peut montrer que ces droites se croisent tous en un point, tout en un point. J'aurais pu représenter ici un quatrième rayon qui va vers le bas. Ce quatrième rayon sortirait de la lentille ici, avec une direction qui, si elle est prolongée, vient. Donc c'est une droite qui passerait par le même point ici. Donc tous les rayons convergent en un même point. Et ça, c'est important. Ça veut tout simplement dire que ce qu'on observe ici, c'est ce qu'on observerait avec une fleur de grande taille. Qu'est-ce que je vais voir ici ? Je vois des rayons de couleur rouge qui émanent d'un point, de couleur rouge orangé ici, qui émane d'un point. Tout se passe comme si j'avais une grosse fleur ici, de ce côté-ci de la lentille. Alors admettons que ce soit vraiment une grosse fleur qu'on ait ici, derrière la petite fleur qu'on avait initialement. Effectivement, cette grosse fleur diffuserait la lumière du soleil, générerait des rayons qui sont ici, et on les observerait donc ici. Simplement, j'observerai cette grosse fleur telle qu'elle est là. Je la verrai ici. Alors pour voir comment elle va s'imprimer ici sur la rétine, je représente également un rayon qui vient du pied, ici, de la base de la fleur. Ce rayon ici passe par le centre optique, n'est pas dévié, c'est tout simple. Et je vois bien que je vais former ici une image de cette grosse fleur. Alors ce n'est pas cette grosse fleur qu'on voit, il faut bien se dire que ce qu'on voit, c'est bien la petite fleur qui est là, par l'intermédiaire de la loupe. Et donc cette fleur
qui est initialement petite, eh bien on la voit comme si elle était plus grande. Donc voilà, c'est ça qu'on voit. Donc ce qu'on voit ici, je répète, ce n'est pas une grande fleur, cette grande fleur n'existe pas. C'est l'image qu'on va appeler image virtuelle. Pourquoi virtuelle? Parce qu'il n'y a rien qui existe ici, c'est simplement obtenu par le prolongement des rayons qui sortent ici de la loupe, de la lentille. Et donc c'est un effet d'optique. C'est cette brisure ici des rayons qui est due à la réfraction dans le verre de la loupe ici qui provoque cette illusion d'observer donc une grande fleur. Alors voilà, je dis qu'on observe une grande fleur, est-ce qu'on la voit réellement plus grande que si j'observais cette fleur-ci à l'œil nu? On peut se poser la question parce qu'effectivement elle est plus grande, mais on voit qu'elle est aussi plus loin. Et donc on pourrait se demander si on y gagne vraiment. Alors il est clair que si l'observateur ici se rapproche, il verra la grande fleur sous un angle plus important. S'il vient mettre son œil ici contre la lentille par exemple, il va profiter d'un angle plus important que celui-ci, et donc il pourrait voir quelque chose de plus grand. Mais voilà, donc on va imaginer ici que l'observateur est à son punctum proximum, pour pouvoir voir si on gagne quelque chose, il faut toujours comparer à une situation réaliste pour laquelle donc on est confronté à cette distance limite d'observation d'un objet net. Donc voilà, on est au punctum proximum, ça veut dire que le cristallin est contracté de manière à voir l'image ici nette. L'image virtuelle. Tout se passe comme si cette grande fleur existait vraiment de l'autre côté de la loupe. Voilà, donc on est au punctum proximum, donc il ne peut pas la voir plus grande s'il veut conserver la netteté. Et maintenant, on va comparer donc avec ce que quelqu'un peut faire, le même observateur ici, comment est-ce qu'il pourra regarder la fleur sans la loupe. Donc je représente la situation ici, c'est très simple, je représente la fleur avec la distance du punctum proximum, ici la distance P. Voilà, il ne pourra pas se rapprocher de la fleur, plus que ceci, sinon il ne la verrait pas nette. Et on voit tout de suite, bien sûr, qu'on y gagne. On voit qu'ici, l'image est petite. Pourquoi? Parce que l'angle sous lequel la fleur est observée est plus petit que celui sous lequel il est observé avec la loupe. Avec la loupe, on a bien un angle de vision qui est plus grand, même si on est au punctum proximum ici de l'image virtuelle. Le fait qu'elle soit plus loin n'entache pas le problème, ne perturbe pas le fait que la loupe a agrandi l'image. Voilà, l'image a agrandi l'objet, donc j'ai bien une image qui est plus grande. Le fait qu'elle soit loin n'est pas un problème en soi, puisque j'ai malgré tout une taille d'image plus grande que ce que j'ai sans loupe. Voilà. Excuse-moi, des fois c'est un peu compliqué à expliquer, même des choses aussi simples. Donc voilà, j'ai ici l'image de la fleur qui est plus petite que celle-là. On voit bien l'utilité de la loupe, bien sûr. Alors on pourrait se dire, on va quand même un petit peu observer ce qui se passe. Si tu tiens une loupe et que tu regardes, tu vas pouvoir modifier les distances, notamment la distance entre l'objet observé et la loupe. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que j'ai intérêt à rapprocher la fleur, par exemple, de la loupe? Peut-être que je l'observerai ici plus grande, on pourrait se le dire, puisque en rapprochant l'œil d'un objet, on a tendance à voir plus grand. On serait tenté de faire ça. On va donc observer ça, et je vais reconstruire ici l'image virtuelle de cette fleur ici rapprochée. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai représenté déjà le rayon parallèle, on sait qu'il va croiser ici au plan focal, et voilà, on voit tout de suite la réponse est déjà donnée, puisqu'on voit l'angle sous lequel la fleur sera vue quand elle est rapprochée, et on voit que cet angle est le même que tout à l'heure. Tout à l'heure j'avais le rayon qui venait comme ceci, j'ai donc la même taille observée. Donc on voit que ça ne changera pas grand-chose. Je vais quand même continuer l'exercice ici. J'ai le rayon qui était parallèle, le même rayon que celui qu'on avait sélectionné tout à l'heure. Je le reprends, il est parallèle, donc je sais qu'il va croiser l'autre rayon dans le plan focal, le voilà. Même chose pour l'autre, il est parallèle au rayon qui émanait ici. C'est le même rayon. Et donc il va croiser ici ce rayon-ci dans le plan focal, voilà qui est fait. Et donc voilà, je vois maintenant que ce que l'œil va observer ici, c'est une image virtuelle qu'on va obtenir après au point de convergence ici des rayons qui émergent de la lentille. Et donc tout se passe comme si j'observais une fleur effectivement plus grande.
Alors voilà, elle n'est pas aussi grande que tout à l'heure, mais elle est plus proche. Hein, donc voilà, on voit qu'en fait, l'un est compensé par l'autre, elle est plus petite que l'autre, mais elle est aussi plus proche, et on voit qu'on va la voir en fait sous le même angle. Et donc, on va la voir de la même taille. Ok, donc voilà, ceci donc c'est ce qui se passe donc, quand l'objet est plus proche de la lentille, c'est ce qu'on voit avec un effet de loupe, hein, avec des lunettes d'hypermétrope, c'est ce qui se passe, hein, on a l'œil qui est proche de la lentille et l'œil apparaît tout simplement plus grand et légèrement plus éloigné que l'œil réel. Hein, c'est l'effet ici visuel donc, qu'on a avec les lunettes d'hypermétrope qui sont donc bien l'équivalent de loupe, hein, qui sont des verres convergents, des lentilles convergentes. Voilà, donc on va maintenant continuer. Hein. Je vais analyser la situation ici. Si je reprends la situation de tout à l'heure, est-ce qu'on a vraiment intérêt à rapprocher la fleur, hein? La fleur était ici initialement, on l'a amenée ici, et ça amène à cette image virtuelle-là. Est-ce qu'on a gagné quelque chose? Au niveau du grossissement, rien. On n'a que perdu, en fait, parce que maintenant, on est en deçà du punctum proximum. Donc on voit que c'est quelque chose qu'on n'a pas intérêt à faire, on n'a pas intérêt à rapprocher l'objet de la lentille. On sera d'autant plus vite confronté à la limitation de la contraction du cristallin. On ne pourra pas contracter suffisamment le cristallin pour voir l'objet net. Il faudra reculer l'œil ici, et donc l'objet va apparaître plus petit. Donc ce n'est pas une bonne idée, nécessairement, de rapprocher l'objet donc de la loupe. Alors on va faire le contraire, maintenant on va éloigner la fleur de la loupe. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Je vais refaire la construction des rayons. Le rayon parallèle passe par le foyer, voilà qui est fait. On voit de nouveau qu'il n'y aura pas de grossissement de l'objet. Alors juste une petite remarque par rapport à ça, hein, s'il n'y a pas de changement au niveau du grossissement de l'objet, c'est parce que j'ai choisi ici de mettre l'œil juste avec la pupille au foyer. Hein, c'est pour simplifier les choses, je ne vais pas traiter tous les cas, hein, mais on peut montrer que si l'œil se trouve ici plus proche de la lentille ou plus loin, on a malgré tout des effets liés à la proximité ici de l'objet par rapport à la lentille. Voilà. Hein, donc, ici, je t'explique donc les choses dans les grandes lignes. Grosso modo, donc, on n'a pas de modification de la taille de l'image en raison de la position de l'objet devant la lentille. Et donc je vais observer ici, en gros, donc l'image de la même taille, hein, je ne l'ai pas encore représenté ici. J'ai ici le rayon parallèle au rayon qu'on avait tout à l'heure. Hein. Ce rayon-ci, maintenant, il est plus en arrière, tout simplement. Mais on sait que ces rayons étant parallèles, ils vont se croiser ici dans le plan focal, voilà qui est fait. Même chose pour ce rayon parallèle à celui-ci. Il va maintenant passer ici. Et voilà, donc ce qui est important de voir, c'est que quand je prolonge maintenant ces faisceaux, ces rayons, j'obtiens une légère divergence. Les rayons qui arrivent au niveau de la cornée divergent légèrement. Divergent donc beaucoup plus légèrement que tout à l'heure, parce qu'on voit que le point de convergence est effectivement beaucoup plus loin. Hein, il sort du plan de l'écran. Tout à l'heure, j'avais pu représenter l'image virtuelle ici. Maintenant, je ne peux plus. Elle est beaucoup plus loin. Essaye d'imaginer que tu prolonges ces deux lignes pointillées. Tu vas sortir loin, loin de ton écran et tu vas former donc une image virtuelle qui est beaucoup plus grande, mais aussi beaucoup plus loin. Au niveau du grossissement, je l'ai déjà dit, ça ne change rien. L'image va se former ici. Mais surtout, ce qui est important maintenant, c'est que la divergence est beaucoup plus faible. Et donc je peux relaxer le cristallin. Je peux relaxer le cristallin et je vais observer ici la fleur, donc avec la même taille que pour d'autres positions devant la lentille ici. Mais l'essentiel est que je suis maintenant très très loin du punctum proximum. Je peux relaxer le cristallin. Voilà. Et donc, hein, on voit comme ça que plus on va s'éloigner, plus en fait, le cristallin va pouvoir se relaxer. Et je te propose ici d'investiguer maintenant ce qui se passe quand on se met à la distance focale. Hein, tu vas voir que ceci est intéressant. Je vais reprocéder à la construction ici de l'image virtuelle, et tu vas voir qu'elle devient assez abstraite, cette image virtuelle. Voilà, j'ai ici un rayon parallèle à l'axe qui va au foyer, ici, après la lentille. Je représente ici le rayon qui émane de la base de la fleur, et on sait déjà quelle sera la taille de la fleur observée. C'est la même que pour toutes les autres positions, mais on va voir quel est l'avantage qu'on a maintenant avec cette position ici
à la distance focale avant la lentille. Pour ça, je continue donc à construire les rayons. Celui qui passe par le centre de la lentille n'est pas dévié, c'est très simple. J'ai un rayon ici qui est donc parallèle à l'autre, et ce sera bien sûr le cas pour celui-ci. Je prends le rayon parallèle qui passe par le centre de la lentille, il n'est pas dévié, et comme je sais que deux rayons parallèles se croisent dans le plan focal, j'ai le rayon transmis par la lentille. Et forcément, je vois que les trois rayons sont parallèles. C'était une évidence, si tu te rappelles des propriétés des lentilles, tu sais que des rayons qui émanent d'un point du plan focal ressortent de la lentille parallèle. Et donc voilà, c'est bien ce qu'on observe ici. Les rayons sont parallèles. Et si maintenant je les prolonge de l'autre côté de la lentille, eh bien, je vois que l'image virtuelle, elle est à l'infini. Parce que les rayons sont vraiment parallèles, et comme je te l'ai expliqué tout au début, les rayons sont parallèles si le point qui génère ces rayons est à l'infini. Et donc on est dans une situation extrêmement abstraite où l'image virtuelle est une énorme fleur qui est à l'infini, qui est infiniment grande et infiniment éloignée, et qui donne toujours ici la même image. Et là, voilà, c'est très abstrait, mais ça marche bien. Ces rayons parallèles ici vont former un point, bien sûr, quand le cristallin sera parfaitement décontracté. Cette fois-ci, le cristallin peut se relâcher complètement, et on va avoir ici des rayons parallèles qui vont effectivement former un point. Pour l'œil idéal, on va avoir un point ici pour un point de la fleur. C'est symbolisé ici par le cœur de la fleur. Si c'était un point, j'aurais un point ici. Et c'est donc la situation idéale parce que je pourrais faire une observation tout à fait relaxée. Le cristallin, comme tu vois ici, je le relaxe. Les muscles ici du cristallin sont au repos. Et ça, c'est l'utilisation idéale de la loupe, bien sûr, parce qu'on peut observer un objet agrandi sans aucun effort de la part des muscles de l'œil. Des muscles du cristallin, bien sûr, les muscles d'accommodation. Donc voilà, c'est comme ça que les loupes de qualité sont faites. Une loupe qui sert par exemple à observer des timbres ou observer des petits textes, eh bien souvent elles sont fournies avec un petit support comme ceci, et la hauteur du support ici, eh bien c'est la distance focale, de manière à ce que l'objet se trouve systématiquement à la distance focale, de manière à ce qu'il soit observé dans des conditions idéales. On vient mettre l'œil ici pour observer les timbres qui sont en dessous, et on ne doit pas accommoder, on ne doit pas faire d'effort pour contracter le cristallin. C'est l'utilisation idéale de la loupe. Et dans ces conditions-là, eh bien, on peut formuler quel est le gain obtenu avec la loupe, quel est le grossissement de l'image qu'on obtient. Alors pour ça, on va analyser ici les triangles. Il y a des triangles semblables ici. Je représente ici un triangle. Voilà, ce triangle bleu, en fait, est à peu près identique au triangle qu'on trouve ici dans l'œil. Voilà, je viens de le marquer ici. Alors l'œil, il est courbe, bien sûr, mais si on considère des petits angles ici, je peux estimer que la fleur ici, elle a une certaine taille qui peut être représentée par un segment de droite ici, perpendiculaire à l'axe optique de l'œil. Et donc j'ai bien deux triangles semblables, puisque l'angle ici est le même que là. Ça veut dire que la hauteur h, je vais prendre h ici pour dire que c'est la hauteur de la fleur, hauteur h, voilà. J'ai ici la distance focale, bien sûr, que je répète. Ok, donc le rapport de cette hauteur ici avec la distance focale, eh bien, je vais la retrouver au niveau de l'œil, puisque ces deux triangles sont les mêmes. Je prends le diamètre de l'œil, DO, ici, O c'est pour œil, bien sûr, et ici, l'image de la fleur dans l'œil, HO, O pour œil. Et donc, ce que je vois, si les triangles sont semblables, le rapport de H sur F est le même que le rapport de H0 sur D0. C'est ce que je peux écrire. Et donc, ceci est important, bien sûr, puisqu'on voit la taille de l'image par rapport à la taille de l'œil. Et comme je te disais tout à l'heure, plus le H0 ici est grand, plus le nombre de cellules qui vont pouvoir observer en détail l'objet sera grand. Les détails seront d'autant plus nombreux qu'on puisse que H0 est grand par rapport à D0. Et donc on voit que la mesure de la résolution de l'image, eh bien finalement elle est donnée par H0 sur D0, c'est-à-dire par H sur F, puisqu'on a bien cette égalité grâce au triangle semblable qu'on trouve ici. Et donc on va pouvoir tout simplement maintenant exprimer le grossissement de la loupe en comparant justement
ces rapports H sur F. C'est ce que j'appelle la pente ici. La pente de cette droite ici, c'est la même donc, que la pente qui est ici, qui va conditionner la hauteur de l'image, l'auteur de l'image ici. Eh bien, cette pente, c'est bien le rapport de la hauteur que j'ai ici sur F. C'est ce qu'on appelle la pente en mathématiques. C'est la pente d'une droite telle que celle-ci. Tu penses bien que si H tend vers 0, la pente devient toute petite, on va tendre vers l'horizontale. H égale à 0, c'est l'horizontale parfaite. Ok, donc c'est bien la pente. Et maintenant, je vais comparer la pente qu'on observerait, la pente sous laquelle on observerait la fleur sans la lentille. Et là, de nouveau, on est confronté au punctum proximum. On ne peut pas mettre la fleur plus proche que le punctum proximum. Et donc, voilà, je vais avoir la pente qui sera donnée par H sur P. Je vois la fleur sous une pente, en quelque sorte, de H sur P, qui va conditionner la taille de l'image. Le H0 sur D0 que j'ai ici vaudra H sur P. Et donc maintenant, je peux chiffrer le grossissement de la loupe. Je vais comparer la pente que j'ai avec la loupe à la pente que j'ai sans la loupe. H sur F divisé par H sur P. Alors c'est une fraction de fraction, j'espère que tu es familier avec ça. La première fraction ici va être prise et elle sera multipliée par l'opposé de celle-ci. H sur F divisé par H sur P, c'est H sur F multiplié par P sur H, tout simplement. Voilà qui est fait. Et donc les H vont se simplifier et il me reste juste P sur F. Et on voit donc que le grossissement d'une loupe, dans les conditions idéales d'utilisation, c'est tout simplement le punctum proximum divisé par la distance focale de la lentille, de la loupe que tu utilises. Et donc voilà, pour les personnes âgées qui ont une distance, le punctum proximum qui était une distance P de l'ordre de plusieurs dizaines de centimètres, admettons 50 cm par exemple, s'ils utilisent une loupe de focale de 5 cm, ils ont un grossissement de 10. L'image qu'ils ont sur la rétine est 10 fois plus grande, ils voient en gros 10 fois plus de détails. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Ceci donc te permet de caractériser de manière quantitative une loupe. Alors voilà, maintenant on va repasser à la situation idéale ici pour voir maintenant ce qui se passe si on dépasse la distance focale. C'est quelque chose que tu peux faire très facilement avec une loupe. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et tu verras que les choses deviennent à ce moment-là encore plus subtiles. Déjà ici on est confronté avec une image de taille infinie qui se trouve à l'infini. C'est pas évident, mais quand même on arrive encore à percevoir ce qui se passe. Maintenant ça va être plus compliqué. J'éloigne encore la fleur. Qu'est-ce qui va se produire? Je vais construire le tracé des rayons ici. Voilà, j'ai déjà le rayon ici qui vient du pied, de la base de la fleur. Il va donc forcément donner un point ici au milieu de la rétine. Le rayon qui passe, qui est parallèle au centre, à l'axe optique, va passer par le foyer comme d'habitude. Ce rayon-ci, il va croiser l'autre. Rappelle-toi, je prends des rayons ici, un rayon qui est parallèle au rayon qu'on avait auparavant quand la fleur était à la distance focale. On sait que deux rayons parallèles se croisent dans le plan focal, voilà qui est fait. Même chose pour l'autre ici, voilà qui est fait. Et quand je prolonge maintenant ces rayons, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ils divergent. Et là, ça devient très très abstrait. On ne peut même plus dire qu'il s'agit d'un point à l'infini. Voilà, il faut admettre ça. Ce sont des rayons qui proviennent comme ça, en apparence, de différentes directions. Ils sont émis dans différentes directions, ça devient très difficile d'imaginer ce que c'est. Mais néanmoins, ça n'empêche pas qu'on voit encore quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer ici? C'est simplement, plutôt que d'avoir des rayons qui divergent légèrement comme tout à l'heure, ces rayons convergent. Donc on le voit très peu ici, non? Parce que l'angle que j'ai pris ici n'est pas très grand. Mais tu dois imaginer que ces rayons en fait se resserrent en se rapprochant. Exactement comme les droites pointillées ici, elles sont maintenant convergentes plutôt que divergentes, comme on l'avait auparavant. Et donc s'ils sont déjà convergents à l'entrée ici, à la surface de la cornée, le cristallin ici il est déjà relaxé au maximum, et l'œil est fait pour que la convergence se fasse pour des rayons parallèles. Mais maintenant ces rayons sont convergents, donc ils vont forcément converger trop vite. Ils sont déjà convergents à l'entrée, le cristallin est relaxé, mais il ne peut pas devenir plus mince, le cristallin, il est relaxé au maximum, on ne sait pas faire l'inverse, on ne sait pas étirer le cristallin, et donc les rayons vont tout simplement se croiser trop tôt. On va voir ici comme un myope, tout simplement. Ceci est le problème de la myopie, l'image est formée avant la rétine.
Et donc on va voir une image floue. Mais l'image est toujours là. L'image qui est l'image de quelque chose de très abstrait maintenant. On ne peut même plus parler d'image virtuelle. On voit encore la fleur, mais on la verra floue. Voilà. En fait, on va pouvoir la voir nette, bien sûr, si, comme les myopes, on porte des verres divergents. Pour compenser la convergence qu'on a là, on va prendre une lentille divergente pour faire se diverger les faisceaux ici, de manière à ce qu'ils se croisent au niveau de la rétine. Et là, on verra donc l'image nette. Donc ce qu'on est en train de voir ici, c'est l'image donc de cette fleur qui est plus loin maintenant que la distance focale et à laquelle correspond donc quelque chose de très abstrait qu'on ne peut même plus qualifier d'image virtuelle. Et cependant, on observe toujours quelque chose. Les choses sont difficiles. Alors voilà, je vais résumer cette situation ici en regardant ce qui peut se passer donc, quand on déplace l'œil sur l'axe optique ici de la loupe. Voilà, donc ici j'ai une distance focale qui est relativement grande. Pour voir ce qui se passe quand on se déplace ici, je vais refaire un schéma ici avec une distance focale plus petite. Voilà, la fleur est nettement plus loin ici que la distance focale devant la lentille. Le tracé des rayons, il est simple, c'est le même que tout à l'heure. Et tu verras que maintenant, puisque les rayons sont convergents, mais forcément ils se croisent en un point. La différence ici, tout à l'heure j'avais bien la même chose, ces rayons sont convergents. Si je les prolonge ici, tu vois bien que si je les prolonge, je vais finir par arriver sur un point. C'est ce qui est représenté ici à distance plus petite, grâce au choix ici d'une distance focale plus courte. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe ici ? On va mettre l'œil, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, on a des rayons qui sont convergents, et donc on verra une image de la fleur qui sera floue. Tu peux essayer que la loupe, je te conseille d'ailleurs de revoir cette vidéo avec une loupe en main et tester tout ce que je te raconte au fur et à mesure. Donc tu verras l'image floue. Voilà, il te faudra un verre de myope ici pour la voir nette. Et puis tu vas décaler l'œil ici. Si on se met ici, inutile de dire, si on met la pupille ici, on verra quelque chose d'extrêmement flou, puisque tous ces rayons ici vont dans toutes les directions au niveau de l'œil. Donc on verra une image encore plus floue. Voilà, si maintenant je mets l'œil devant ici, qu'est-ce qui se passe ? On voit qu'on va reproduire bien sûr la situation qui se passe ici. Ici, le cœur de la fleur ici diffuse des rayons. Ces trois rayons, on les retrouve ici. Tout va se passer bien sûr comme si la fleur était là. C'est le principe de l'appareil photo ou même de l'œil. C'est la formation de l'image qu'on va cette fois-ci appeler image réelle. On l'appelle image réelle parce qu'on reproduit réellement ici la situation au niveau de la lumière. C'est bien la même situation que celle qu'on a ici. C'est réel. La situation qu'on a avec les trois rayons ici, on la retrouve ici. Et donc un observateur ici observera la fleur. Voilà, ici. Alors bien sûr, s'il est très proche, il devra fortement contracter son cristallin, mais il va être capable de voir la fleur. Alors malheureusement, c'est une observation qui est très difficile à faire, parce qu'en général, quand tu utilises une loupe, il y a aussi les bords de la loupe, il y a tous les objets qui sont autour, qui sont visibles, et il est très difficile d'accommoder ici avec son cristallin sur l'image qui est ici. Tout simplement parce qu'on n'a pas de repère, il y a plein d'autres choses. Et ceci est malheureusement difficile à faire. Il faut se mettre dans des conditions très spéciales. Demande éventuellement à ton professeur d'essayer de reproduire ça. C'est intéressant de voir que on voit effectivement la fleur ici renversée. Il y a moyen de le faire. Voilà. Voilà. Ceci termine l'exposé. Ça te montre que la loupe, qui a l'air d'être un dispositif très très simple, est en réalité quelque chose de très subtil, en fonction des différentes distances qu'on peut placer entre l'objet et la loupe, et puis entre l'observateur et la loupe. Il y a plein d'effets qui peuvent apparaître. Voilà, j'espère que ça a malgré tout été suffisamment clair et que tu es maintenant capable d'expliquer ce que tu observes avec une loupe. Merci pour ton attention et à bientôt.